Et bonsoir à tous et bienvenue sur le campus de Grenoble École de Management à Paris pour cette nouvelle conférence Meet the Expert. Alors vous connaissez le concept. Chaque mois, un enseignant-chercheur de l'école partage son expertise avec un public composé principalement de diplômés, vous êtes nombreux à Paris, ou d'entreprises partenaires de l'école. Ce soir, l'expertise qui est à l'honneur, c'est l'économie du partage avec Thibaut Dodijos. Et nous avons un invité, nous avons l'honneur d'accueillir Charles-Édouard Girard, président de Guest to Guest et Executive Chairman de Home Exchange. Nous avons donc un expert d'entreprise pour venir partager autour de cette thématique. Je vais vous présenter très rapidement les prochaines conférences. Alors là, un petit deuxième clic, merci. La prochaine et dernière conférence de la saison aura lieu le 20 juin à 19h, donc c'est mardi, avec Marc Esposito et Terence Tse, deux professeurs, donc Marc à la Grenoble École de Management, Terence à l'ESCP Europe, qui nous présenteront leur dernier ouvrage « Understanding how the future unfolds ». Et en fait, c'est la description d'un modèle et d'un cadre sur les tendances et comment des tendances interdépendantes dans les domaines du social, de l'économie, du business peuvent permettre de prédire des évolutions. Donc c'est mardi, si vous le souhaitez, animé en anglais par nos deux experts. Et puis, pour terminer, je vous rappelle que le format se compose d'une heure environ d'échange avec vos questions, et puis que nous pouvons poursuivre autour d'un moment convivial, et nous pourrons parler notamment avec Isabelle Fitaman, qui représente les diplômés ce soir, et qui ont des projets aussi à discuter donc entre vous. Je lui laisserai la parole. Et puis, nous aurons aussi Jean-Philippe qui s'occupe des partenariats aussi de GEM. Et pour ma part, du développement des chaires de recherche à GEM. Donc, on aura le plaisir d'échanger. En attendant, je vais laisser la parole à Thibaut qui présentera son invité et la thématique de ce soir. Merci Thibaut. Bonne conférence. Merci. Bonsoir à tous. Donc Thibaut Dodijos, je suis content d'être là ce soir. En fait, mon idée, c'est de vous présenter Charles-Édouard Girard, qui est le cofondateur de Guest to Guest, et de vous expliquer un peu pourquoi on a voulu ce soir mailler à la fois recherche et puis témoignage de terrain, donc praticien. Parce qu'en fait, l'économie du partage, c'est vraiment un champ qui est en train de se développer beaucoup aujourd'hui. Là, je vous ai mis 2-3 chiffres qui témoignent de cette très forte croissance de l'économie du partage. Et plus que des chiffres comme ça, de croissance de chiffre d'affaires, etc., je vous ai préparé ces petits logos et on peut faire un sondage. Quand vous voyez, par exemple, les marques qui sont là-haut, alors j'ai mis aussi Guest to Guest pour faire honneur à notre invité, mais donc si je vous dis Uber, Blablacar, Airbnb et Guest to Guest, qui a consommé une de ces 4 marques déjà dans la salle? Voilà, vous voyez, la démonstration, elle est beaucoup plus parlante que quelques chiffres de milliards d'euros. Et donc, ce qui nous intéresse, je vais vous dire aussi ce qui nous intéresse, nous, à Grenoble École de Management, dans ce thème-là, c'est qu'en fait, à l'école, j'anime une équipe de recherche qui s'appelle AFMO. Donc, on s'intéresse à toutes les innovations managériales et d'organisation qui sont censées apporter de la plus-value sociale. D'accord ? Donc on est une grosse vingtaine de chercheurs et on s'intéresse particulièrement à l'économie du partage parce qu'elle porte beaucoup de promesses en fait. Des promesses environnementales, de mieux utiliser des ressources, des promesses sociales, de faire plus de liens dans les communautés, etc. Mais aussi, à chaque fois qu'une entreprise met en avant souvent des plus-values sociales, se pose des grands paradoxes. Donc nous, dans notre équipe, on a démarré un programme de recherche pour explorer justement les opportunités ouvertes par l'économie du partage. On peut aussi parler d'économie collaborative, mais aussi les paradoxes que cela pose et comment dépasser ces paradoxes. Et donc pour vous donner un ordre d'idée de où on en est aujourd'hui, donc on a démarré ce programme de recherche il y a une petite année, et quand on commence un programme de recherche, ce qu'on fait, c'est d'abord regarder tout ce qui a été écrit sur le sujet avant de démarrer des enquêtes de terrain. Donc là, ce que je vais vous présenter ce soir, après l'intervention de Charles-Édouard, c'est qu'est-ce qu'on a appris en lisant énormément sur tout ce qui avait été déjà recherché sur l'économie du partage. Et puis, depuis 2-3 mois maintenant, on a commencé aussi des enquêtes terrain. Et donc, on fait une enquête sur les chauffeurs Uber à Toronto, sur leur vie d'auto-entrepreneurs, en fait, comment ils vivent ça. Est-ce que c'est parce qu'on parle beaucoup d'ubérisation du travail.
Nous, on trouvait intéressant d'aller directement travailler avec des chauffeurs pour voir comment ils vivaient leur vie d'auto-entrepreneur. Et puis, on a démarré aussi un grand projet de recherche sur des chaînes de supermarchés coopératifs qui s'allient pour faire du scaling up, pour monter en échelle, pour gagner en taille. Et donc, la problématique qui nous intéresse, c'est tous ces supermarchés coopératifs qui sont basés sur des très fortes valeurs, comment elles concilient à la fois la montée en échelle et le maintien de leurs valeurs. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette tension-là. Voilà, donc ça, c'est des enquêtes empiriques qu'on a démarrées. Et puis, ce soir, je vous présenterai justement des résultats de recherche sur cette grande revue de littérature qu'on a menée sur ce qui a été publié sur le champ. Je vais présenter rapidement Charles-Édouard, qui vraiment nous a fait le plaisir de se joindre à nous ce soir. C'est pas souvent comme ça qu'on maille recherche et terrain. Et donc, Charles-Édouard, en fait, c'est un serial entrepreneur. Il a une forte expérience dans le digital et dans le net. Et puis, il est donc cofondateur de Guest to Guest. Et ce qui nous intéresse beaucoup dans Guest to Guest, c'est à la fois la trajectoire, puisque Guest to Guest il va en parler mieux que moi, hein, il vient de racheter leur grand concurrent américain qui est Home Exchange. C'est pour ça que Delphine disait que Charles-Édouard, il a la double casquette à la fois de président de Guest to Guest et puis d'executive chairman de Home Exchange. Et puis, ce qui nous intéresse aussi dans Guest to Guest, c'est, vous voyez, quand je parle du secteur on va dire, de l'hébergement, de l'accommodation, on dirait en anglais, on pense à des grands noms comme Airbnb, comme Couchsurfing, comme Guest to Guest. Et justement, en termes de paradoxes et d'opportunités, on va voir que chacune de ces sociétés, elle repose sur des business models très différents. Et donc, ces business models, vous allez voir qu'à chaque fois, c'est des solutions pour jouer, on va dire, prendre le maximum d'opportunités que va offrir l'économie du partage, notamment avec l'utilisation des plateformes. Mais aussi, ces business models essayent de se prévenir de certaines des tensions qui peuvent se créer. Quand on parle de Airbnb, on pense à la fois, on a passé des super vacances en Italie en utilisant Airbnb, mais on voit aussi beaucoup de choses sur, on va dire, l'impact de Airbnb sur les centres-villes, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, Airbnb, la marque Airbnb, qui est une marque très puissante, a une image, on va dire, controversée aussi. Et donc c'est ça aussi dont on va discuter ce soir, c'est ces différents business models dans le secteur de l'hébergement et essayer de réfléchir ensemble comment ils s'accommodent des paradoxes que va créer ces offres dans l'économie du partage. Je te laisse la parole. Super. Je vais changer Je me mets de l'autre côté. On change de côté. Donc écoutez, moi je suis toujours ravi de présenter Guest to Guest. Je disais ce matin, je l'ai fait ce matin dans un autre endroit. Ça m'arrive pas souvent, je vais pas faire celui qui fait des présentations tout le temps, mais je l'ai fait ce matin dans un autre endroit. Et on m'a laissé 10 minutes et c'est vrai que je pourrais en parler pendant des heures. Si vous avez des questions pendant même ce que je vais vous raconter, n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse de partager avec vous. C'est vrai qu'on a un petit peu discuté avec Thibaut sur Guest to Guest et en fait, je pense que tout ce que vous entendez sur Airbnb, et je vais vous le montrer un petit peu après, en fait, il y a aussi énormément de marketing. Ils sont extrêmement forts. Les Américains sont très forts en marketing. Et derrière Airbnb, je vais essayer de vous le montrer. Il n'y a pas que de l'innovation. Il y a des choses qui existaient depuis longtemps. Je veux bien que tu passes. Donc juste Guest to Guest, pour être clair, la grande différence, souvent la première question que l'on nous pose, c'est quelle est la différence avec Airbnb? Voilà, mais vous faites du Airbnb et pour être très clair, ça n'a rien à voir. Mais pas, on est dans le secteur du logement, mais comme vous pourriez comparer Airbnb à des hôtels, à des clubs de vacances. La comparaison est juste sur le fait que vous pouvez vous loger en vacances. Voilà. La grande différence, c'est que l'échange de maison, c'est alors à la base, et Emmanuel, parce que là, c'est lui qui a eu l'idée, mais c'est vous venez chez moi pendant que je viens chez vous, et c'est gratuit. Il y a pas c'est vraiment de l'échange de maison. Voilà. Et Emmanuel a eu la très bonne idée, donc mon associé que connaît Thibaut. Voilà, Emmanuel Arnaud a eu la très bonne idée. Il faisait de l'échange de maison, moi pas du tout. Quand on s'est rencontrés, j'y croyais pas du tout d'ailleurs. Il faisait de l'échange de maison et une fois, il a voulu faire un échange avec des Florentins en utilisant Home Exchange. Voilà. Et les Florentins n'étaient pas chez eux, partaient, voilà, mais n'étaient pas d'accord pour le recevoir parce qu'ils étaient déjà allés à Paris. Donc ils imaginaient même pas qu'un jour, ils pourraient faire un échange avec lui, même en non simultané. C'était toujours réciproque, mais ça pouvait être non simultané. Et donc ils lui ont dit, bah non, je veux pas faire d'échange. Donc
à la période de Noël, alors que c'est une grosse période d'échange, il n'a pas pu faire d'échange. Et c'est là où il s'est dit, c'est le début de la création de Guest to Guest, je vais vous en parler, mais c'est là où il s'est dit, il y a un moyen de changer ça, ce paradigme, c'est de dire, plutôt que cet échange ne se fasse pas, on va inventer une monnaie qui est une monnaie virtuelle qui s'appelle les Guest Points, et je vais aller chez les Florentins, je vais leur donner des points, et avec ces points, ils iront ailleurs, ils l'utiliseront un peu plus tard. Et c'est là le début de l'aventure. Donc ça, c'était en décembre 2010, la société a été créée en 2011, en mars 2011. Voilà, c'est un monde un petit peu, on a l'habitude de dire un peu de bisounours, parce qu'on a du mal à imaginer qu'on va aller pouvoir se loger gratuitement chez les gens. Et pour vous donner un exemple, nous, donc pour que ça fonctionne, on donne des points au départ, et il y a des gens qui utilisent les points. Et alors, la première question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'il y a des sortes de profiteurs de points? Et en fait, on se rend compte que 90% des gens qui utilisent les points, pour partir, et après vont devenir hôtes. Et en fait, parce que c'est une expérience assez magique d'aller chez des gens. Je peux vous raconter une fois où ça m'est arrivé. J'étais chez des Espagnols. En fait, c'était leur résidence secondaire. Je suis arrivé, ils avaient fait 2 heures de route pour l'ouvrir parce que c'est en février. Moi, je suis breton, donc ça ne me dérangeait pas d'aller en février en Espagne. Pour eux, c'était invraisemblable. Mais donc, ils ont été ouvrir leur maison. Ils l'ont donc aéré, ils l'ont nettoyé. Ils avaient rempli le frigo. Donc je suis arrivé, la maison était toute propre. Ils nous ont voulu nous montrer le médecin parce que j'ai un petit garçon et ils imaginaient même pas que je puisse pas trouver de médecin s'il m'arrivait quelque chose. Et donc ils vous laissent chez eux et après ils ferment la porte, ils vous disent au revoir et vous êtes chez eux avec leurs clés, etc. Et cette expérience-là, quand vous le vivez la première fois, après ça, vous n'imaginez même pas ne pas essayer de le faire de votre côté. Et après, c'est ce qui est très bien dans notre système, c'est que c'est très fidélisant. Et quand les gens ont commencé, ils n'arrêtent plus. Voilà. Pour vous décrire donc la création, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en fait, quand on a commencé le marché un peu comme ça du logement, on va dire entre particuliers, à la base c'est HomeAway. En fait, Airbnb est assez récent, 2008, mais en fait HomeAway c'est un groupe qui est encore plus ancien que ce qui est marqué là. En fait, HomeAway c'est un groupe qui a levé beaucoup d'argent et qui a racheté tous les concurrents. Voilà, ils ont été en France, ils ont acheté Abritel, ils ont acheté Homeliday, ils ont acheté tous les sites qu'ils pouvaient pour essayer de créer une grosse base de données. Je pense que c'est ceux que vous utilisiez le plus il y a une dizaine d'années. Voilà. Et donc, eux, ils font, comme on le voit ici, c'est vraiment de la location à la semaine. Donc, c'était entre particuliers, souvent c'était des résidences secondaires, souvent pas achetées particulièrement pour ça, mais c'était une résidence secondaire qu'on avait, plutôt que de la laisser quand on ne l'utilise pas, on va la prêter. Airbnb donc est arrivé et a un petit peu révolutionné l'histoire par une simplicité, c'était de dire on nous force à le faire à la semaine, on nous force à payer un abonnement, on nous force à payer, et c'était un peu, ils exagéraient au HomeAway, pour être clair, on nous force à faire plein de choses, et une façon de changer ça, et c'est ce que nous on a essayé de faire aussi après, c'est de dire on va pas vous faire payer d'abonnement, on va pas faire payer l'hôte, parce que c'est quand même l'hôte qui la personne qui loue sa maison, on va pas le faire payer parce que c'est lui qui m'apporte de la valeur, c'est lui qui va mettre des maisons, et donc on va faire payer juste au moment de l'acte. Voilà. Et c'est un peu ce qui a rendu magique, et on va autoriser que ça soit que pour une nuit. Voilà. Ce que voulait absolument pas faire HomeAway, parce que c'était une rente pour eux. Une semaine, ça leur apportait beaucoup d'argent, ils pouvaient justifier de l'abonnement, ils pouvaient justifier, etc. Et avec cette erreur, entre guillemets, stratégique de vouloir être... HomeAway, c'est un groupe qui devait faire, si je ne me trompe pas, qui doit faire plusieurs milliards, et qui devait faire un résultat très correct, même s'ils ne l'annonçaient pas. Mais ça marchait très bien, et ils ont un peu exagéré, et Airbnb a profité de ça. Voilà. Je vous ai mis en dessous les 2 plus connus, même si Couchsurfing a eu des gros problèmes après, et que maintenant je pense qu'on fait plus de chiffre d'affaires qu'eux. Mais voilà, mais bon, c'est pas une référence parce qu'ils n'en faisaient pas beaucoup, vous allez me dire, mais voilà. Mais Couchsurfing, c'était à la base, c'était plutôt un site pour les jeunes, et en fait, quand on voyait le nombre de personnes qui utilisaient Couchsurfing, en tout cas qui étaient membres de Couchsurfing, c'était plus de 7 millions, et que sur l'échange de maisons, à la même époque, il n'y avait qu'un site, c'était Home Exchange, il avait 30 000. Et donc, c'est de là vient l'idée en se disant, on a HomeAway qui a plus de 750 000 maisons, Airbnb qui est en train de monter avec un modèle qui est au modèle à l'achat, à l'acte, voilà, et on voit Couchsurfing avec 7 millions de personnes. Et donc, sur cette base-là, l'idée est très simple, on se dit, la promesse est très belle, vous allez gratuitement vous loger chez les gens, la promesse est très belle, pourquoi ce marché-là est aussi petit? Et c'est là où, donc il y a eu la première innovation dont je vous ai parlé, qui sont les points. Donc, il fallait faciliter l'échange. C'était très compliqué d'organiser un échange réciproque à chaque fois. Ça restait, si je vous la première fois que vous parlez de l'échange, essayez, testez-le dans un dîner, dire j'ai fait un échange, c'est pas trop compliqué de trouver quelqu'un qui a envie de venir chez toi pendant tes vacances. Si, c'était très compliqué. Et le système des points a permis de faciliter vraiment ça.
Voilà. Le deuxième, c'est, je vais prendre celui d'en bas avant de créer la confiance, même si c'est très important dans des systèmes comme le nôtre, c'est d'atteindre la masse critique. Et pour atteindre la masse critique, Home Exchange et tous les autres systèmes avaient un peu le même problème qu'HomeAway, c'est-à-dire qu'ils font payer un abonnement. Voilà. Et le problème quand on fait payer un abonnement, c'est qu'il faut déjà que les gens soient convaincus pour le payer. Or, le problème de l'échange de maison, c'est que les gens ne sont pas encore convaincus, on y travaille au quotidien, mais donc c'était de notre point de vue une mauvaise idée. Et c'est même une deuxième mauvaise idée parce que c'est au moment où ils vous donnent de la valeur. Dans une plateforme, quand vous donnez des informations, sur votre maison, sur votre profil, nous, on récupère beaucoup de valeur. Toute cette information va être utilisée pour essayer de faire du matching, essayer de trouver des gens pour vous. Voilà. Et donc, on trouvait que le meilleur moment pour de faire payer les gens, c'était au moment où on leur donnait de la valeur. Parce qu'à ce moment-là, on est d'accord de payer. Si je vous garantis que vous allez partir une semaine et que ça va vous coûter 35 €, c'est ce que ça coûte en moyenne chez Guest to Guest, là, les 35 € vous paraissent beaucoup moins importants. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a donc créé des services optionnels, dont je vais vous parler après, mais c'était au moment de l'échange et puis au niveau de l'abonnement. Le troisième élément qui était très important, c'était de pouvoir un peu créer de la confiance, parce que quand vous faites un échange, vous allez recevoir des gens chez vous. Et donc, pour faire rentrer des gens chez soi, il faut déjà un petit peu avoir confiance. Donc, on a essayé de mettre en place un certain nombre d'éléments. Alors, j'en ai cité. Donc, la base du truc, c'est de dire on va créer un réseau social. Alors, c'est un peu galvaudé le terme, parce qu'avec Facebook, maintenant, tout est devenu des réseaux sociaux suite à ça. Mais à la base, c'était de faire ça, et donc ça va des clubs d'entreprise. Donc c'était une des premières idées qu'on avait, c'était de créer des clubs d'entreprise. Bon, en fait, il se trouve que ça marche pas très bien parce que les gens n'ont pas envie d'échanger avec des gens de leur entreprise, malheureusement. Et puis qu'il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui ont des lieux un peu partout. Voilà. Si vous prenez un qui marche très bien, c'est Air France. Ils ont des billets d'avion pas trop chers, voire gratuits. Et ils sont un peu répartis. Mais vous prenez, on a fait JC-Deco, on a fait plein d'autres entreprises, évidemment. Ils avaient beau avoir des lieux, ça marche pas du tout de la même façon. Et ensuite, on a fait des groupes. Des groupes, ça peut être d'anciens, ça peut être des anciens d'HEC, les anciens de plein d'autres écoles. Là, ça marche moyennement parce qu'ils sont extrêmement sollicités. Et enfin, on a créé des groupes plutôt affinitaires qui, pour nous, sont importants parce que l'échange maison, c'est un tout petit peu narcissique. On a tendance à aimer échanger avec des gens qui sont comme nous. Comme nous, ça veut dire une structure familiale, si vous êtes une famille. Si vous êtes un retraité, vous préférez échanger avec des retraités. Mais ça peut être aussi, vous êtes prof, la façon dont vous vous parlez dans la communication vous rassure, et donc vous allez faire un échange grâce à ça qui va mieux se passer. Et donc, on a essayé de définir, donc on se définit un petit peu dans son profil, et ça permet d'être sûr d'avoir un échange qui va réussir et de faciliter ce dialogue. Voilà. Et après, on a créé des outils. Évidemment, Airbnb ne le faisait pas quand on l'a lancé. La notation, on en parlait tout à l'heure, sur la notation des gens. Et quand vous avez eu un premier échange et qu'il a été noté, après, c'est très facile de faire un échange. Et puis, on a créé la vérification qu'on appliquait à Couchsurfing, pour être clair. C'était le fait de pouvoir, vous nous envoyez un justificatif de domicile et d'identité, et on vous met un petit badge vert, et comme ça vous donne une image un petit peu un peu plus valorisante sur le site. Voilà. En fait, pourquoi j'ai fait cette série, c'est pour bien comprendre un peu la logique de ce que c'est qu'une plateforme comme la nôtre. En fait, que ça soit Blablacar, que ça soit nous, on pourrait même dire Facebook, en fait, on est vraiment des logiques de plateforme. Et dans ces logiques de plateforme, en fait, il y a toujours 3 étapes. Il y a une première étape qui est l'acquisition. Et donc, l'acquisition, ça veut dire quoi? C'est que pour que ça marche, il faut qu'il y ait beaucoup de maisons, quoi. Sinon, je me souviens très bien, il y a 3 ans, quand j'ai voulu faire un échange avec la Sicile, il y avait 10 pauvres maisons, j'ai jamais réussi à l'organiser. Et j'y suis allé que cette année. Parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de maisons pour que ça fonctionne. Voilà. Mais c'est vrai aussi chez Airbnb, essayez de chercher cet été en Corse, j'ai cherché, je peux vous le dire, s'il n'y a pas de maison, vous ne trouvez pas. Donc pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait plein de maisons. Et c'était vrai chez Blablacar. Blablacar a commencé à marcher après un grand nombre d'années parce que tant qu'il n'y avait pas suffisamment, si vous cherchiez, il fallait qu'on soit vraiment convaincu pour rechercher régulièrement alors que vous ne trouviez pas. Essayez 3-4 fois sur un site sans trouver, vous laissez tomber. Voilà. La deuxième phase, c'est l'usage, c'est-à-dire que même quand vous avez des maisons, après, il faut justement, les gens ont mis leur maison, ils n'ont pas réussi à échanger, il faut les aider à échanger. Voilà. Et si vous essayez de lancer l'usage, c'est-à-dire de pousser les gens à l'utiliser alors qu'ils n'y arrivent pas, comme je vous le disais avant, ça ne va pas marcher. Et c'est vrai pour la troisième phase qui est la monétisation, c'est-à-dire que si vous essayez de monétiser avant d'avoir eu de l'usage, et que les gens soient convaincus par votre service, ça ne peut pas fonctionner. Et Blablacar, par exemple, dans plein de pays, ils ne monétisent pas. Parce qu'ils n'ont pas assez d'usage pour se permettre que la valeur du service qu'ils rendent soit adaptée à l'argent qu'ils pourraient demander. Et nous, on pourrait dire que
le modèle économique qu'on a trouvé, que je vais vous présenter après, nous permet de commencer à monétiser, avoir des preuves de monétisation, mais sans forcer les gens. Donc on n'a pas un paiement à l'acte, on a un paiement en premium, c'est-à-dire avec des services que l'on propose, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont beaucoup utilisés. Et juste pour finir sur la monétisation, en fait, on savait dès le départ avec donc Emmanuel, mon associé, que si on voulait lancer un service comme celui-là, il faudrait beaucoup d'argent. Voilà, et on a été dans une, je vous dirai à la fin qui on est aujourd'hui, mais je peux déjà vous dire, aujourd'hui, on a levé déjà 40 millions pour arriver à développer ce qu'on a fait. Et pourquoi ? Parce qu'on savait dès le départ que si on n'avait pas beaucoup de maisons, si on n'investissait pas beaucoup sur ça, sur la base de données, on ne pourrait pas y arriver. Voilà. Donc là, quand je vous parlais de services, donc les 3 services, je vous ai parlé de la vérification, je vous l'enlève. On a toujours un petit débat avec Emmanuel. Moi, je voudrais arrêter de la faire payer, mais Emmanuel dit quand même que ça nous rapporte un peu de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un outil de confiance et le fait de le faire payer ne rapporte rien. Voilà, c'est pas un vrai service qu'on leur rend. Pour l'instant, on met juste un petit badge vert. Donc moi, je serais assez pour le supprimer et puis ça augmenterait le nombre de confiance dans la base de données. Emmanuel, j'ai pas réussi à le convaincre, donc pour l'instant, c'est le statu quo, on continue. Voilà. Le premier service qu'on a lancé, c'est la caution. Et en fait, la caution, c'était un service qui était le plus évident pour nous, c'était de dire, vous venez chez moi, je vais vous prendre, parce que ça se rapprochait de la location, je vais vous faire payer 500 €. On ne les faisait pas payer, hein, c'est réservé sur votre carte. Et nous, Guest to Guest, on prend 3,5%. Voilà. Donc ça fait des tout petits montants, ça veut dire qu'en moyenne, c'est 500 et ça nous rapporte 17,50 €. Et nous, on s'engage, en cas de problème, à gérer tout ce qui se passe. Voilà. Et donc, alors il se trouve qu'on a de la chance, qu'on n'a pas de la chance, c'est le système qui est comme ça. Il n'y a jamais de problème, heureusement, parce que c'est pas ce qu'on gagne sur la caution que ça serait rentable, mais c'est un moyen pour nous. Et les gens, ça les rassure. C'est un des outils de confiance qui ont permis aux gens de se dire, je vais laisser ma maison, mais s'il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui va me couvrir, quoi. C'est vraiment un mécanisme assurantiel au sens pur du terme, puisqu'on ne l'utilise pas, mais on est quand même obligé, on a envie de le prendre. Et le deuxième qu'on a lancé, et là c'est intéressant, c'est avec la Maïf. C'est une assurance, c'était très complexe à lancer, mais cette assurance, en fait, c'est un peu pareil. Vous venez chez moi, je peux vous demander de prendre une assurance et elle vous couvre pour l'annulation et pour le dommage. Voilà. Et cette assurance, ça a été un vrai enjeu d'arriver à la lancer parce que des grandes sociétés comme tous les assureurs, je pourrais les citer tous parce qu'on les a tous vus, étaient hyper intéressés par le système. Mais la Maïf a été un des premiers à comprendre une chose, c'est qu'en ce moment, on était en train de changer le système assurantiel. Le système assurantiel, d'habitude, on assure des maisons, on assure des personnes. Et là, on était en train de changer puisqu'on assurait un usage. Donc, c'était plus notre maison, c'était une partie de la maison pendant un certain temps. Et donc, le directeur général de la Maïf, qui s'appelle Pascal Desmurgier, tout de suite s'est rendu compte que ce type de pratique, en fait, imaginez dans 10 ans, s'il y a des voitures, que les voitures se conduisent elles-mêmes, il n'y aura plus autant d'assureurs que ça, il y aura plus autant de clients que ça, il y aura un client qui demandera à assurer la totalité de ses voitures. Et donc, des gens comme la Maïf, ils vont se retrouver dans une situation assurantielle qui va être compliquée. À l'heure actuelle, je pense, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est une grosse partie de leur chiffre d'affaires, ça va être 60%, c'est fait sur la voiture et 40% sur le logement. Et donc, en fait, ils se sont dit, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura sans doute des utilisations des choses, que ça soit des utilisations. Alors, ils ont commencé à investir dans la voiture, ils ont fait de l'autopartage, ils ont fait chez Guest to Guest, et ils l'ont fait dans plein d'autres endroits en disant, on va rentrer dans ce système d'assurance à l'usage. Voilà. Et donc, grâce à eux, on a réussi à faire que personne n'a réussi à nous proposer une assurance comme on le souhaitait, et la Maïf l'a fait. On était toujours bloqué au niveau de l'actuariat, parce qu'il fallait calculer le risque, et que notre risque n'existait pas. Il n'y avait pas assez d'historique pour qu'ils aient envie de prendre Il aurait fallu que le patron d'une des autres assurances que la Maïf dise « je prends le risque, on va voir ce qui se passe ». Ils nous disent « il n'y a jamais de problème, on va voir ce qui se passe ». Et puis, il y avait une notion de risque et les assureurs n'aiment pas ça. Et le patron de la Maïf a eu, de mon point de vue, l'intelligence de rentrer dans ce système-là. Et il se trouve que quand ils ont fait leur calcul, ils ont mis une marge énorme en se disant bon, même si c'est pas très cher, ça n'a pas l'air cher. Et en fait, on est extrêmement rentable pour eux parce qu'il n'y a jamais de problème. Voilà. Alors, tant qu'il n'y a pas une maison qui brûle. Vous mettez là dans la slide 85% des échanges pour la caution et 65% pour l'assurance. C'est le nombre d'échanges qui recourent au service ou... C'est pas obligatoire, et c'est ce qu'on vous disait, c'est que si je rends obligatoire le service, en fait, ce qui se passe, c'est tout simple, c'est qu'il y a des gens qui vont passer à côté, et nous, ce qu'on veut, comme je vous disais, on veut pas commencer à trop monétiser, on veut être dans l'usage. Et en fait, ce qu'on veut, c'est favoriser l'usage, et c'est pas forcer, c'est pas gagner de l'argent sur cela. On veut essayer d'en gagner un petit peu parce que aucune société ne tiendrait aussi longtemps sans en gagner un petit peu, en tout cas prouvant
qu'ils arrivent à en gagner un petit peu. Et là, mais les gens, vous voyez, le prennent. En fait, on n'a pas besoin de les obliger parce que, en fait, si on fait la somme des deux, comme il y en a qui prennent l'assurance et pas la caution, on arrive quasiment à 90%. Ce qui fait que le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire 35 €, c'est ce qu'on gagne par échange, qu'il soit gratuit ou payant, parce qu'en moyenne, c'est ce qu'on gagne. Si on divise le chiffre d'affaires, on divise par le nombre d'échanges. Voilà. Et je crois que j'ai une dernière, non? Ou j'en ai pas? Non, c'était bon. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai présenté. Juste pour finir, donc aujourd'hui, Guest to Guest, donc pour finir l'histoire américaine, on est en fait, il y a 1 an et demi, on s'est dit que si on voulait continuer à croître, il faudrait que l'on rachète, il faudrait qu'on fasse des acquisitions. Donc on a commencé, on a racheté un petit Français qui s'appelait Trampoline, qui est plutôt, on va dire, orienté jeune. On a racheté un Espagnol qui s'appelle Home for Home, qui était plutôt espagnol. Très tourné sur l'Espagne et le sud de la France. Et en fait, après, on s'est dit, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller regarder nos amis américains. C'est le plus gros site. Ils nous ont un petit peu rayonné, mais 1 an et demi plus tard, en fait, on a réussi à les racheter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, on est une centaine de personnes. On a 400 000 maisons dans le monde, on est une centaine de personnes dans 17 pays, c'est un peu dur à gérer tout ça. On va faire, on l'annonce pas, non, c'est vrai que c'est filmé, je le dis pas alors. Je sais pas combien, on va faire un grand nombre de nuitées cette année pour donner. Et qu'est-ce que je voulais dire? Une dernière chose que j'oublie toujours de dire, mais qui est importante, c'est que une des grandes différences qu'on a avec Airbnb, c'est qu'on n'a jamais de problème juridique, parce qu'il y a personne qui achète une maison pour l'échanger, donc on n'a pas le problème qu'a Airbnb dans les villes, voilà. Et deuxième chose, c'est que quand les gens font de l'échange, ils sont beaucoup plus en utilisation des services qu'il y a autour d'eux, voilà. Et le troisième chose, c'est que quand vous n'êtes même pas propriétaire, vous êtes locataire, vous avez le droit d'échanger votre maison, parce que c'est un droit d'utilisation de votre bien, et c'est pas une droit de commercialisation de votre bien. Voilà. Et donc, c'est des grandes différenciations qui posent des gros problèmes à Airbnb, nous sont très favorables. Voilà. Ensuite, il faut prêter sa maison. Voilà. Du coup, je vais reprendre la main. Et l'idée là, c'est vous allez voir comment ça va faire écho à la présentation de Charles-Édouard. Je pense que je vais y arriver. Merci, super. En fait, quand on a commencé le programme de recherche, c'est posé la question qu'est-ce que l'économie du partage, l'économie collaborative, où sont les frontières, où ça commence, où ça se termine, est-ce que Uber, est-ce que Airbnb sont l'économie du partage, etc. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait autant de définitions de l'économie du partage qu'il y avait d'offres. Et donc l'idée, c'est ce que j'ai essayé de montrer là, c'est un concept super valise. Et c'est en plus un concept contesté. Oui, toi, c'est pas du vrai partage. Toi, c'est un pseudo-partage, etc. Donc, quand on a commencé à faire ça, notre idée, c'était de dire, mais est-ce qu'on n'arriverait pas à faire une cartographie avec des dimensions bien définies, qui permettraient justement d'identifier bien le territoire de l'économie du partage et qui permettrait de mieux comprendre justement sur quelle tension elle s'assoit et comment on essaye de transformer les tensions, les paradoxes en opportunités. Et vous allez voir, tout à l'heure, Charles-Édouard a parlé d'équilibre. Quand il a parlé de son business model, on essaie de gagner un peu d'argent, mais bien sûr, parce qu'on est une société, etc. Et vous allez voir que justement, pour naviguer entre ces tensions, les offres d'économie du partage qui explosent aujourd'hui, elles essaient justement de trouver des business models équilibrés. Alors, je vais vous présenter justement ma cartographie, enfin notre cartographie, qui repose sur 3 dimensions. Elle est là. En fait, en gros, voilà comment on définit l'économie du partage. En anglais, ils appellent ça sharing economy, ou aussi on peut dire ça l'économie collaborative. Pour nous, elle repose sur 3 piliers. D'abord, c'est une économie de l'accès. Ensuite, c'est une économie de plateforme. Et ensuite, c'est une économie communautaire. Alors, ça sonne mieux en anglais, on dit community-based economy. Et donc, je vais vous montrer que finalement, l'économie du partage, toutes les offres qui se développent, c'est des combinaisons, c'est des centres de gravité entre ces 3 pôles. Il y en a qui vont plus exprimer le côté plateforme, d'autres qui vont exprimer plus le côté accès, et puis il y en a qui vont se positionner sur l'intersection des 3, sur des offres relativement équilibrées. Et ce que je vais vous définir chacun de ces piliers, et je vais vous montrer que justement, en exploitant chacun de ces piliers, on exploite certaines opportunités, et puis on va faire face à certaines tensions. Alors, le premier pilier, c'est l'économie de l'accès. C'est quoi l'économie de l'accès? C'est le fait de développer des activités qui permettent d'utiliser des ressources qui étaient sous-utilisées avant. Quand je dis ressources, ça peut être des biens matériels ou ça peut être des services, etc. C'est par exemple, vous avez une maison, vous partez en vacances 1 mois cet été, elle est vide,
eh ben, c'est un bien matériel qui est sous-exploité. Vous pourriez très bien, à ce moment-là, accueillir des gens chez vous et à un autre moment donné, aller chez quelqu'un d'autre. Donc, guest to guest répond complètement à ça. Quand vous allez faire de l'autopartage, par exemple, la même chose. Votre voiture qui reste 90% du temps quand vous êtes au travail, elle reste au garage, soit au travail, soit chez vous. C'est pareil. Quand vous mettez à partir de votre voiture, vous exploitez mieux une ressource. Donc, la première dimension, c'est ça, c'est le fait qu'on a accès, on fait l'usage plutôt que la propriété. Usage rather than ownership. Et donc, c'est ça qui permet de caractériser l'économie du partage. La deuxième dimension, c'est l'économie de plateforme. Donc là, on en a pas mal parlé aussi déjà avec Guest to Guest. Comment on définit l'économie de plateforme? C'est le fait qu'on essaye de raccourcir les chaînes de valeur. On va essayer de faire en sorte que l'offre et la demande soient le moins intermédiaires possible via une plateforme digitale. Donc, le moins intermédiaire possible, c'est ce qu'on appelle le peer-to-peer, le pair-à-pair. D'accord? C'est le consommateur rencontre directement l'offre via une plateforme digitale. Et là, c'est pareil. J'ai mis des exemples là. Il y a plein aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, il y a cette émergence de ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme. Ces plateformes qui permettent de mieux faire rencontrer l'offre et la demande. On verra tous les avantages que ça apporte après. La troisième dimension, c'est ce qu'on a appelé donc cette économie communautaire. Et là, il y a une dimension très, on va dire, réformatrice. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que les interactions, c'est-à-dire les relations de travail, les relations d'échange, elles ne sont plus basées sur une relation purement marchande ou une relation de contrat de travail. C'est-à-dire, on va organiser les choses, mais pas dans l'entreprise et pas via un marché, via des transactions. On va faire autre chose. Et là, vous voyez, là j'ai mis pour chacune de mes piliers, j'ai mis des ouvrages, mais là je trouve que ces ouvrages-là, ils sont encore plus symptomatiques. Par exemple, Michel Lallemand, le sociologue, qui a écrit L'âge du fer, qui est sur tous ces espaces, Hackerspace, Fab Lab, etc. Vous voyez, le sous-titre de son ouvrage, c'est « Ces communautés qui inventent le travail de demain ». Ou alors, il y a un collectif international qui promeut l'économie du partage qui s'appelle WeShare. Ils ont publié un ouvrage collectif qui s'appelle « Société collaborative, la fin des hiérarchies ». Vous voyez, il y a quand même, on va dire, une philosophie utopiste, réformatrice, alternative, qui est, on va dire, qui se veut alternative au modèle dominant de comment aujourd'hui on organise l'économie. Et donc ça, c'est aussi une branche un pôle, un pilier de l'économie du partage. Du coup, la question c'est, est-ce que c'est nouveau, quoi? Et en fait, nous, notre argument, c'est de dire, finalement, dans chacun des pôles, évidemment, il y a des formes très anciennes qui existent. Par exemple, si vous dites l'économie de plateforme, faire du particulier à particulier, bah oui, les journaux de petites annonces, ça existe depuis que les magazines existent, sûrement depuis le XVIIIe siècle. Et donc, ça faisait bien de la rencontre. C'était bien le journal de petites annonces, c'est bien une plateforme qui fait de la rencontre particulier à particulier. Ou l'économie de l'accès, si vous prenez Hertz ou Europcar, c'est bien une façon d'optimiser aussi des ressources par la location. Et l'économie communautaire, vous avez aussi des coopératives de travailleurs qui existent depuis le XIXe siècle. Donc ça, c'est des formes anciennes. Mais ce qui est nouveau, ce qu'on essaie de dire, c'est déjà la rencontre des trois sphères. Et la rencontre des trois sphères, elle a un driver très technologique. Ce qui change quand même dans notre époque. Pourquoi l'économie du partage, elle explose aujourd'hui? C'est qu'il y a quand même un soubassement technologique fort avec les smartphones, les NTIC, etc. Et donc, pour nous, c'est la raison principale. Pourquoi ça émerge aujourd'hui? C'est pour ça. Par exemple, vous savez que des réseaux d'autopartage, le premier réseau d'autopartage en France, il a été créé à Montpellier en 1952. Et en fait, alors je sais pas quel modèle de voiture on échangeait à cette époque-là, c'était déjà Peugeot ou Renault, mais il y avait quelqu'un qui tenait un petit carnet et c'était l'enfer parce qu'il savait jamais où était la voiture, où étaient les clés, etc. Et en fait, il devait y avoir 5 utilisateurs, quoi. Ce qui permet aujourd'hui de faire de l'autopartage à très grande échelle, c'est bien sûr les GPS, les technologies embarquées, etc. Et après, il y a plein de raisons. Nous, en tant que sociologues, on n'explique jamais tout complètement par la technologie. Évidemment, il y a la technologie. Puis après, il y a plein de raisons sociales, on va dire. Donc là, j'en ai listé quelques-unes. Il y a le fait le besoin de socialisation. Donc ça va pousser toutes ces initiatives qui essayent de connecter les gens dans les sociétés individualistes. Il y a les difficultés économiques, il y a les nouvelles relations aux objets qui font qu'aujourd'hui, la jeune génération est moins attachée à la voiture qu'on était avant. Et donc, on peut prêter sa voiture ou son logement, etc. Et puis le fait que, effectivement, on est dans une société beaucoup plus liquide, où les communautés se font, se défont, on navigue, etc. Donc tout ça, tous ces facteurs sociaux, ça explique l'explosion de l'économie du partage. Je vais passer cette slide-là.
Et juste maintenant, pour aller au cœur de mon sujet sur quelles opportunités on peut y trouver de développement économique, mais aussi quels paradoxes ça pose, et du coup, comment on peut penser des nouveaux business models. Et conclusion, comment Guest to Guest correspond à une forme relativement équilibrée dans notre modèle. On l'a pas invité pour rien. Donc, du coup, regardez, donc l'économie de l'accès. C'est quoi la promesse de l'économie de l'accès? C'est déjà il y a une promesse sociale très forte. C'est parce que vous partagez, vous accédez plus. C'est-à-dire, vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas assez d'argent pour avoir une propriété à Cannes, et ben vous allez l'échanger et passer une semaine à Cannes alors que vous avez un appartement à Paris. Donc il y a une promesse d'accès. Donc ça, c'est plus de consommation. Donc c'est une promesse sociale. Il y a une deuxième promesse qui est une promesse environnementale, c'est qu'on va mieux utiliser les ressources, donc c'est mieux pour la planète. C'est au lieu de laisser vous avez utilisé des ressources pour construire votre logement, pour construire votre voiture, au lieu d'utiliser la voiture, j'ai plus les chiffres en tête, il y a pas mal d'études qui sont publiées en ce moment par l'ADEME. Une voiture, c'est utilisé 6% du temps. Enfin, une voiture reste en place la plupart de son temps de vie, en fait. Et donc, de mieux utiliser les ressources, ça fait que tout cet acier, tout ce que vous avez embarqué dans votre véhicule, vous l'utilisez mieux, il y a un taux d'utilisation supérieur. Je fais toutes les promesses, comme ça, c'est la version bisounours de l'économie du partage. L'économie de plateforme, c'est quoi la promesse? Eh bien, évidemment, là, c'est la montée en échelle. C'est parce que vous avez une plateforme digitale qui vous permet d'interconnecter facilement l'offre et la demande, vous pouvez exploser l'offre. Et là, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Charles-Édouard. Le principe, c'est que les plateformes digitales, comment ça marche? C'est que ça fait diminuer les coûts de transaction. Donc, c'est-à-dire, pourquoi l'offre explose? C'est que, en fait, via les techniques assurantielles, via les techniques, donc la connexion Internet, etc., c'est-à-dire la rencontre de l'offre et de la demande via Internet, via les techniques assurantielles et via l'évaluation peer-to-peer, vous créez à la fois de la confiance, vous créez des transactions à très faible coût. C'est-à-dire que ça coûte rien. Une fois que vous avez la plateforme, il y a un énorme investissement à mettre au départ, c'est ce qui coûte très cher d'ailleurs, vous devez avoir des centaines de développeurs pour faire ça, mais une fois que vous avez fait ça, la transaction en elle-même ne coûte rien. C'est-à-dire les 2 clics qui font que les gens vont se rencontrer, ça ne coûte plus rien. Et donc, ces plateformes-là, leur business model, c'est il faut qu'elles aient énormément d'utilisateurs, puisque de rajouter des utilisateurs ne coûte rien. La transaction en elle-même ne coûte rien. Et plus vous avez d'utilisateurs, et plus votre site a une utilité pour le client final. D'accord? Donc, c'est une course. En fait, on appelle ça des externalités de réseau en recherche, en économie. Donc, c'est une course à la taille, en fait. Et donc, plus vous êtes gros, et plus vous allez devenir gros. D'accord? Après, j'expliquerai pourquoi ça pose des problèmes en termes, ça crée des tensions. Et la dernière promesse de l'économie, cette fois basée sur la communauté, c'est que du coup, là aussi, ça crée de la confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez des transactions dans une communauté, vous êtes entre gens qui vous connaissez, et donc là aussi, vous remettez de la solidarité, etc. Tout ce qu'on dit en ce moment sur les bienfaits des transactions dans la communauté. Et maintenant, je vais vous parler de mes éléments rouges, donc de mes tensions, mes paradoxes. Le problème de l'économie du partage, c'est qu'à partir du moment où vous partagez, vous avez un risque, qui est un risque assurantiel, qui est l'aléa moral. C'est-à-dire, on le voit très bien, il y a un exemple qui est flagrant, c'est les véhicules Autolib à Paris, comment ça s'appelle? Autolib? En fait, le coût de main... En fait, Autolib, la filiale Autolib perd de l'argent, alors que vous voyez, on voit le service de partout, il y a eu un gain d'image très fort pour Bolloré, mais en fait, la filiale perd de l'argent à cause de quoi? À cause des coûts de maintenance. En fait, il y a des coûts de maintenance très très élevés. Pourquoi? Parce que les gens confondent Autolib avec une poubelle ou autre chose, dont on ne parlera pas ici ce soir. Et du coup, en fait, c'est quoi le problème ici? C'est que les gens utilisent mal la voiture parce qu'ils ne sont pas propriétaires et ils ne subissent pas les coûts du mauvais usage. C'est ce qu'on appelle l'aléa moral. Donc là, donc ça c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on veut partager parce qu'on va faire plus d'accès, mais l'aléa moral, en fait, en lui-même, freine ce pilier-là, parce que vous avez un mauvais usage des biens. Et donc, une façon de faire, c'est de dire, très bien, pour contrôler l'usage de mes biens, je vais aller vers de la plateforme, parce que la plateforme, comme je disais, les coûts de transaction sont faibles, et il y a plein de technologies assurantielles dans la plateforme. Donc, vous allez aller vers une économie de plateforme qui va vous permettre de faire de l'évaluation pair à pair. Donc, si la personne a confondu ma voiture avec une poubelle, je vais mal la noter, elle ne pourra plus emprunter de voiture derrière. Ou un logement, c'est la même chose. Et en plus, si jamais, par mégarde, il plante ma voiture,
j'ai le contrat d'assurance qui va bien, qui fait que je suis couvert. Donc même si jamais il avait un comportement déviant, j'ai toutes les techniques d'assurance qui me protègent. D'accord ? Donc ça, quelque part, vous voyez, quand vous allez vers l'économie de plateforme, vous protégez de l'aléa moral. Donc ça, c'est bien, quoi. Donc on imagine, vous voyez, les offres qui vont être là, qui vont faire des plateformes d'accès, déjà, elles sont mieux que des offres qui feraient que de l'accès. Le problème de l'économie de plateforme, c'est que, on le voit très bien, je vous disais, ces plateformes, plus elles sont grosses et plus elles sont utiles. Et donc, en fait, naturellement, à cause des externalités de réseau, les plateformes deviennent de plus en plus grosses, agrègent les utilisateurs, et donc à la fin, on se retrouve en position d'oligopole. En fait, c'est des marchés naturellement oligopolistiques. Et donc le problème de ça, c'est quoi ? C'est que depuis, on va dire, 150 ans, ce qu'on sait, c'est que les oligopoles, à terme, c'est pas bon pour les consommateurs. Puisque quand vous êtes plus que 2 ou 3 sur le marché, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez fixer vos tarifs. Et donc on s'aperçoit qu'en fait, la plupart aujourd'hui des marques dominantes type Uber et Airbnb, elles ont, on va dire, une stratégie de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'elles ont une stratégie de croissance externe très 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 forte, donc elles lèvent énormément de capitaux. Uber a brûlé 7 milliards de dollars en développement depuis qu'ils ont été en développement en croissance depuis qu'ils ont été rachetés, et c'est une plateforme qui n'est toujours pas bénéficiaire. D'accord ? Ils ont 7 milliards de dollars pour faire quoi ? Pour faire donc des coûts des dépenses de marketing et d'achat des concurrents pour gagner, pour justement avoir cette taille maximale. Et une fois que les marques sont installées, qu'elles possèdent 20%, 25% des parts de marché, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est qu'elles finissent par augmenter leurs tarifs. Donc elles vont avoir un développement à perte pendant plusieurs années, et une fois qu'elles sont installées, elles ont suffisamment de pouvoir sur le marché pour un peu négocier les prix, enfin imposer des prix. Et quand on regarde l'économie communautaire, alors c'est rigolo parce qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, le principal défaut de l'économie basée sur la communauté, c'est que justement le principe d'une communauté, c'est que c'est fermé. D'accord ? Et que du coup, si par exemple vous faites, vous connaissez les Repair Café par exemple ? Donc c'est un concept hollandais qui s'est maintenant il y en a je sais plus combien, 6000 dans le monde. Le principe c'est un endroit où vous amenez des objets usagés qui sont cassés, et là avec des gens de la communauté, ils vont vous aider à les réparer. Et le principe c'est si vous avez réussi ensemble à le réparer, vous payez 5 €, quel que soit l'objet. Juste pour faire tourner la communauté, d'accord ? Et en fait, on s'aperçoit que dans ces espaces où justement c'est censé être basé sur du non marchand, du non hiérarchique, en fait, c'est des espaces où finalement, très rapidement, ça fonctionne en circuit fermé avec pas beaucoup de personnes et se recrée en fait dans ces espaces fermés des relations hiérarchiques implicites. C'est-à-dire ok, il n'y a pas de chef, etc., mais il y a quand même la star qui arrive à réparer tous les objets, et lui, il se fait payer des cafés gratuits par tout le monde. Et donc, on s'aperçoit que, bien sûr, c'est pas du marchand, c'est pas de la hiérarchie, mais il y a aussi des phénomènes sociaux de domination qui se passent dans ces espaces-là. Là, j'utilise un peu des mots de... Là, j'ai ma déformation professionnelle, des mots de sociologue, mais voilà, c'est comme ça que nous, on le dirait, quoi. Et donc, du coup, si vous voulez, on voit bien que à chacun des piliers, là, a des gros avantages que j'ai explicités, mais aussi des gros inconvénients. Et que aujourd'hui, les marques qui essayent de se développer, elles essayent d'équilibrer les problèmes de l'un avec les avantages de l'autre. Et je finirai par ça. En fait, nous, ici, là, on appelle ça, du coup, l'économie du partage idéale. C'est-à-dire, c'est celle qui... Idéale, ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus de paradoxe, plus de problème. Mais ça veut dire que en allant chercher les avantages de la plateforme, en allant chercher les avantages d'une économie communautaire, elle va compenser les problèmes des autres. Vous voyez ? Donc par exemple, on pourra en reparler, mais aujourd'hui, typiquement, donc le problème principal de l'économie de plateforme, c'est de recréer de l'oligopole, donc finalement d'avoir un pouvoir de marché trop important, qui fait qu'on va trop faciliter, on va trop avantager les actionnaires par rapport, par exemple, à ses salariés. Je prends le cas d'Uber, qui est le cas qui saute aux yeux. Ce dont on accuse Uber, c'est finalement de recréer une sorte de sous-traitance où les chauffeurs Uber, je vous rappelle que c'est pour gagner 1 500 € net par mois, un chauffeur Uber doit rouler 60 heures par semaine. Donc c'est ça le deal. Et donc à la fois c'est un formidable voie d'accès à l'emploi pour une population qui était éloignée de l'emploi, mais à la fois on se retrouve dans des contrats de travail qui ne respectent pas les minimums légaux français.
Et du coup, on voit bien que finalement la critique de Uber, c'est de favoriser trop l'actionnaire, trop l'investisseur, on va dire, au détriment du salarié. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Par exemple, pour compenser ces effets-là, aujourd'hui, se développent beaucoup de concurrents d'Uber qui vont être sur un modèle coopératif, où les chauffeurs, en fait, possèdent une partie du capital, et du coup où ces plateformes ont levé des fonds, mais qui ne sont pas des fonds qui viennent d'investisseurs d'impact qui voudraient attendre des grandes rentabilités à court terme, et donc ils trouvent des modèles plus équilibrés où à la fois les investisseurs vont accepter de mettre de l'argent mais avec une rentabilité de moyen terme plutôt que de court terme, et où les chauffeurs, au lieu d'être des simples sous-traitants, font partie du capital, et donc du coup vont pouvoir aussi avoir une partie plus équilibrée des revenus. Et on voit et que du coup, dans chacune des interstices, se développent aujourd'hui des offres qui développent des business models qui essayent d'équilibrer ces tensions et ces promesses. Je pourrais en dire plein, il y a plein d'exemples sur les différentes interstices, etc. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais très content qu'on a contacté Guest to Guest que ça marche, parce qu'on voit bien que le business model de Guest to Guest, qui est basé sur un échange aujourd'hui qui est non monétisé, avec un investisseur qui n'est pas un investisseur classique, qui est la Maïf, on voit bien que à la fois ils vont surfer sur tous les avantages de l'économie de plateforme, c'est-à-dire la montée en échelle très rapide, la croissance externe, etc., tout en essayant de conserver les avantages de l'économie communautaire, par exemple. Tout à l'heure, tu en as bien parlé, etc. Donc on voit bien que c'est pas, je dis, il n'y a rien qui est parfait, mais on voit bien qu'il y a des modèles qui essayent d'offrir des offres plus équilibrées. Peut-être je finis là-dessus. Je pense que comme on a 2 présentations, c'est assez long. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et on peut du coup prendre des questions si vous voulez. La première question étant toujours la plus difficile, comme vous avez déjà posé, c'est bien, vous pouvez poser la deuxième. Vous parliez des investisseurs, c'était 40 millions d'investissements. Outre la Maïf, qui a participé autour de table? En fait, quand on s'est mis avec Emmanuel, on a d'abord, pour arriver à prouver que ça fonctionnait, on a fait appel à toutes les personnes qui étaient proches de nous. Donc on a d'abord levé 250 000 € pour essayer de convaincre un peu autour de nous. Ensuite, on a levé, et donc là, c'était plutôt business angel, mais plutôt assez proche. Ensuite, on a fait une deuxième levée de un peu plus d'1 million. Ouais, un petit peu moins d'1 million. Et là, c'est les mêmes qui nous ont suivis parce que les chiffres étaient beaux. Et on a eu un premier family office. Et pour la petite anecdote, on a essayé de faire, on a fait tous les fonds de Paris, mais alors tous qui nous ont accueillis, mais avec hyper sympathiquement. Mais il y en a toujours un qui nous disait c'est sympa, mais revenez voir dans 6 mois. Alors on a fait des erreurs, on n'a pas été très bon sur plein de choses, mais je pense qu'en France, on a du mal à financer ce type de plateforme. Et en fait, on a d'abord eu l'assurance avec la Maïf avant de l'investissement. Et je pense que si la Maïf n'était pas rentrée là-dedans, on aurait continué sur ce modèle-là, c'est-à-dire de le faire plutôt dans un modèle un peu, on va dire, pas communautaire, mais un modèle de... On a à l'heure actuelle, on nous le fait souvent remarquer, on doit avoir un truc comme 95 associés. En fait, parce qu'à chaque fois, on a fait rentrer des gens qui étaient d'accord pour entrer. Et je pense que ça correspond bien au type de modèle que l'on veut. Et la Maïf, là-dessus, c'est vrai qu'elle a été idéale pour nous. On était très contents de les trouver parce qu'on ne veut pas avoir les mêmes problèmes que certains ont. Blablacar est bien placé pour le savoir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, si vous avez des investisseurs qui ont une trop forte envie de rentabilité, eh ben, vous êtes obligé de triturer un peu sur le modèle. Alors c'est moins grave sur du Uber ou sur du Airbnb parce que quand on regarde, c'est quand même des plateformes qui sont totalement commerciales. C'est un tout petit peu plus problématique ça serait plus problématique pour nous et pour du Blablacar parce que derrière, c'est conceptuellement quelque chose de beau de se dire qu'on va partager sa voiture pour aller d'un point à un autre et qu'en fait on participe aux frais. Et c'est un peu ce qui se passe sur Guest to Guest, c'est-à-dire qu'on a le sentiment de ne pas payer grand-chose, et ce qui est vrai, on ne paye pas grand-chose et pour un service, et sur Blablacar, on participe aux frais. Et si vous commencez à changer ça, je sais que Blablacar, maintenant, quand vous réservez au dernier moment, vous payez plus cher que quand vous réservez...
logiquement, ça ne coûte pas plus cher pour l'entreprise. Donc, quand vous faites ça, c'est que vous essayez de bénéficier du fait qu'il y a plus de demandes, plus d'offres, et là, vous rentrez dans un système qui s'oppose un peu, de mon point de vue, à votre concept. Voilà. Et donc, la Maïf, on est très content qu'ils nous accompagnent, et on va essayer, parce qu'on aura sans doute besoin de refaire encore une levée. Voilà, parce qu'on a envie de croître et qu'il y a plein d'endroits où on n'est pas, on commence à être bien. On parlait d'un marché monopolistique. Nous, c'est vrai que sur l'échange de maisons, on doit avoir maintenant 80% du marché. Mais ce qu'on voudrait, c'est que l'échange de maisons devienne aussi gros. Airbnb, à l'heure actuelle, a 3 millions de maisons dans le monde. Nous, on n'en a que 400 000. Donc, il nous faut encore bien travailler. Nous, on appelle ça évangéliser. C'est pour ça que je suis là aussi, pour parler de l'échange de maisons. On est bien dans l'évangéliser, on est bien dans le... Non, mais c'est bien, on est quand même dans le vocabulaire comme des... Non, c'est... Ouais. Non, en tout cas, moi, je me permets de le dire, mais c'était extrêmement intéressant. C'est assez rare, pour Thibaut, pour te le dire. Je te le dis, c'est assez rare que quand j'écoute quelqu'un qui parle de l'économie collaborative, où j'apprenne plein de choses, et c'est très bien construit. Je trouve ça très bien. Ouais. Je me permets de... Oui, mais j'avais une question déjà, une petite remarque. Ça marche? Oui. Ça marche. La capture. D'accord. Oui, je trouve déjà, merci parce que le modèle est tout à fait éclairant, je trouve, et ça donne effectivement une explication de ce qui est en train de se passer et de ce qui est susceptible de se passer aussi derrière également. Et du coup, ça m'appelle quelque chose, c'est est-ce que ces grands qui sont déjà présents sur le marché rentrent dans un parallèle que je fais naturellement avec ce que je vois là, et l'explication que Thibaut tu donnes, c'est le domaine de la responsabilité sociale de l'entreprise. Bah oui, parce que forcément ça tombe ça coule de source. Moi je dis derrière, il y a un sujet qui est derrière avec l'ensemble des parties prenantes, des salariés, des actionnaires et autres, et c'est effectivement ces trois piliers qui se cachent derrière, je trouve. Je vais te répondre, et peut-être toi aussi. En fait, c'est une bonne remarque. En fait, dans la suite du programme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de réfléchir, mais comment on peut favoriser l'émergence des offres qui sont plus équilibrées, justement. Et donc à Grenoble, on a monté une plateforme aussi, où dedans on a à la fois des groupes privés mais aussi toutes les pouvoirs publics. Il y a la mairie, la métropole, etc. Et on réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour faire émerger des offres équilibrées. Et en fait, c'est ma slide d'après là que j'ai pas montré, mais à mon sens, il y a plusieurs leviers d'action. Il y a des leviers d'action un peu interventionnistes et il y a des leviers d'action plus libéraux. Mais en gros, ce qu'on pense, c'est que déjà, ce qui fait que les offres peuvent être plus équilibrées, il y a la régulation, la réglementation a un rôle à jouer. On voit bien quand un centre-ville interdit Airbnb pendant un moment, Airbnb se remet à négocier pour faire des choses plus raisonnables. Et aujourd'hui, en France, on a ce plafond des 18 000 euros de valeur locative qu'on peut générer sans être considéré comme un professionnel. Voilà, on revient sur des choses plus raisonnables par la réglementation, quoi. Après, le deuxième voie, c'est ce que vous dites, c'est de plus en plus, ce dont on aperçoit, c'est que c'est quand même ces dernières années, ce qui a été formidable avec l'économie du partage, c'est comme avec la bulle Internet dans les années 2000, c'est qu'on a assisté à la naissance de grandes marques de façon très rapide. Et qu'on voit aujourd'hui la notoriété des marques comme Uber ou Airbnb, mais c'est hallucinant de penser qu'il y a 10 ans, ces marques n'existaient pas. Et donc, ces marques, elles sont quand même très sensibles à leur image. Et de plus en plus, elles montent des projets justement de responsabilité sociale en disant ok, on voit bien que dans notre modèle notre gouvernance elle est déséquilibrée, on avantage certaines parties prenantes au détriment des autres, aidez-nous à développer des modèles plus équilibrés et on est prêt à faire des programmes de RSE, de responsabilité sociale. Et par exemple, il y a un site qui s'appelle Inside Airbnb où en fait Airbnb a donné toutes ces données à des chercheurs pour essayer de mieux comprendre l'impact sur les villes en fait justement. Et donc parce que c'est aussi facile de critiquer ces boîtes là parce qu'elles sont très visibles, très grosses et on dit ah bah oui alors le premier arrondissement de Paris se vide, il n'y a plus personne dans les écoles à cause de Airbnb. Et Airbnb dit bah réfléchissons ensemble à notre vrai impact. Et donc ça c'est une des premières démarches que j'ai vues, c'est de déjà essayer de mieux comprendre l'impact sur l'écosystème pour après essayer de prendre des mesures. Après, quelque chose aussi, moi j'y crois beaucoup, ça c'est une solution beaucoup plus libérale, c'est de dire, à partir du moment où il y a des modèles déséquilibrés, ça veut dire que ça laisse de la place à des modèles plus équilibrés, en concurrence, quoi, c'est-à-dire. Et donc là, l'idée c'est de faire émerger des startups qui portent un modèle différent, et c'est parce qu'elles portent un modèle différent qu'elles vont gagner des parts de marché. Et donc par exemple sur Grenoble, on a un système de partage de voitures qui s'appelle Cities, qui est une SIC,
qui est une société, donc ça a 250 véhicules maintenant. Et en fait, c'est une SIC, donc c'est-à-dire une société coopérative. Et dans le capital, on a donc les pouvoirs publics, la société de transport mixte, et puis des investisseurs privés. Et en fait, on s'aperçoit que parce que on a Cities, et qu'ils ont 100% du marché, parce que c'est une plateforme, plus personne d'autre ne peut venir. Et donc aujourd'hui, là, avec notre groupe de travail, on est en train de réfléchir à faire émerger un concurrent local de Deliveroo, qui serait aussi sur la même base que, en fait, en gros, Cities pourrait essaimer dans d'autres secteurs d'activité comme la livraison à bicyclette, avec des modèles plus équilibrés. Donc, est-ce qu'ils sont quoi, pardon ? Alors, est-ce qu'ils sont plus propres qu'à Paris ? Je sais pas, ça, on verra. C'est un autre critère. Pour l'instant, on a mis une gouvernance plus équilibrée. Il faut pas trop charger la barque. Et enfin, du coup, ce qu'on voit aussi, c'est que à la fois pour réguler, pour pousser à la responsabilisation, pour faire naître des projets alternatifs, en fait, il y a une vraie échelle d'action qui est celle du territoire. Et donc, puisque pour ces raisons que ces plateformes, elles ont besoin d'avoir un monopole, ou d'être oligopolistique, et que ça se passe au niveau des territoires que ça se joue, qu'il y a un vrai levier d'action au niveau des pouvoirs publics locaux pour encourager ces trois premiers axes en fait. Voilà. Non, est-ce que vous avez pensé à la RSE ? En fait, nous, on est assez partagés là-dessus avec Emmanuel. On se contredit beaucoup. Hein. Je vais encore dire une chose, on se contredit. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est la authenticité, la bon, vous l'avez saisi, j'arriverai pas. Parce que j'ai l'impression que justement ce que fait Airbnb, c'est pour cacher quelque chose. Voilà. Et donc depuis le départ, on est toujours, moi je suis toujours un peu, je m'occupe plutôt de la partie marketing et je suis toujours partagé entre faire semblant qu'on a envie de faire quelque chose et que ça soit vraiment vécu et vraiment, ça fasse partie de nous. Voilà. Et donc, je sais qu'il y a plein de, je vais faire une toute petite parenthèse et donc j'ai envie que ça vienne plutôt de l'entreprise, pas de juste des fondateurs qui diraient, je sais pas quoi, on finance des voyages d'enfants qui n'en ont pas. Et en fait, derrière, il y a quand même toujours une connotation. C'est pour paraître bien et d'image, voilà. Et c'est pour ça que il y a 2 ans, on en avait parlé tous les deux sur, on est devenu une entreprise qu'on appelle Libérée. Je sais pas si vous connaissez le modèle. Donc c'est pas nous qui dirigeons l'entreprise et ça permet de faire ressortir des initiatives comme celle-là qui sont beaucoup plus des initiatives de l'entreprise puisqu'elles ressortent de gens qui sont tous les salariés, voilà. Et au lieu de venir de façon un peu descendante avec une idée d'image. Et donc là, quand c'est des projets comme cela, en fait, on voit, on a sponsorisé, c'est pas l'entreprise, mais on avait fait un truc il y a eu une opération sur du stop. Il y a eu une course de stop qui a eu lieu il y a pas très longtemps et qui est très jeune et pour arriver à ce que les gens se parlent, communiquent avec les autres, trouvent des voitures. Donc une notion. Et ils ont tout de suite voulu le faire. Alors comme je vous dis, comme nous on décide plus, c'est eux qui ont décidé de le faire. Et on est assez dans cette logique-là à se dire, faut que les initiatives viennent de l'ensemble et pas juste de façon descendante parce qu'elles sont de notre point de vue trop proches d'un marketing d'image que font excessivement bien les Américains. Je rachète ce que je fais mal, je le rachète à côté ou je fais l'initiative. Ça n'empêche que c'est très bien parce que ça permet d'avoir de temps en temps de très belles initiatives. D'ailleurs, sur Airbnb, là, je disais, donc eux, ils ont promu Inside Airbnb pour mieux mettre en valeur leurs impacts, mais c'est un modèle qui est quand même pas très équilibré, et du coup, il y a un concurrent qui est en train de naître, qui s'appelle Fairbnb. Je sais pas si tu en as entendu parler, et du coup qui justement crée un modèle dont l'idée c'est avoir un pourcentage des revenus qui sont réinvestis dans les centres-villes en partenariat avec les collectivités locales. Donc c'est quand je disais voilà, c'est à proposer des modèles déséquilibrés, bah forcément ça laisse des champs libres pour faire naître des modèles plus équilibrés, quoi. Moi, j'aurais une question par rapport à quelque part, on voit il y a plein d'initiatives qui arrivent et sur plein d'axes différents à chaque fois. Mais quelque part, quel est le rôle de l'État dans toutes ces initiatives ? Parce que moi, j'ai l'impression que l'État est plutôt en mode réactif plutôt que proactif et impose une régulation ou des choses comme ça, mais réagit à Airbnb & Co. Mais est-ce que justement à terme, il n'y aura pas un renforcement du rôle de l'État dans ces initiatives ?
En fait, moi, je trouve que c'est une bonne remarque. Je trouve que j'espère que ça va changer et que l'âge de notre président fera que ça peut changer. Je le voyais ce matin parce qu'on a participé à une enquête sur l'économie collaborative. Faudrait que je t'envoie, j'ai un premier résultat européen. Et en fait, le début, c'était assez positif. Et puis, en fait, le résultat, c'est plutôt tous les trucs négatifs, tous les trucs qu'on fait mal, tous les trucs. Voilà. Et j'ai l'impression que face à en fait, il y aurait une bonne façon de le faire, c'est que je trouve que ça soit Uber, on voit qu'il y a des bons côtés, il y a des très mauvais côtés. Et moi, j'ai un exemple qui me parle beaucoup, c'est celui de Take It Easy. C'est un peu un concurrent de Deliveroo qui a explosé en vol. Je ne sais pas si vous savez, l'année dernière, ils ont laissé tomber plein de jeunes qui servaient de leur vélo, qui n'ont jamais été payés, des restaurateurs, etc. Et je trouve que là, le pouvoir public aurait pu, sans être en sanction, essayer de faire travailler ce modèle-là, qui est un modèle qui me semble assez bon, mais qui aurait pu prolonger notre système social pour ces gens-là, forcer les plateformes à payer. À partir du moment où on fait travailler des gens comme ça de façon très précaire, peut-être qu'on pourrait avoir une caisse sur laquelle au cas où ça marche pas, il y a quelque chose. Et je trouve que on le fait un peu on voit qu'il y a des lobbies, moi c'est mon sentiment, c'est qu'on voit qu'il y a des lobbies, ce qui était le cas du taxi, qu'il y a des lobbies qui apparaissent et l'État subit beaucoup ces lobbies et on le voit souvent dans ces grandes commissions parce que le début est positif, ils ont envie d'aider et à la fin on voit que les lobbies sont plus forts et que ça ressort quelque chose de négatif, quoi. Et bon, moi j'espère qu'avec un peu de jeunesse dans le gouvernement, ça va permettre d'éviter de prendre toujours comme quelque chose de très conservateur et plutôt un peu en régulant, mais de façon positive, quoi. Voilà. Super. Et moi, je partage complètement le diagnostic, c'est-à-dire déjà la question de l'État, elle se pose vraiment parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'offres d'économie du partage qui sont à la frontière entre le privé et le public. Il y a pas mal de choses. En fait, on est pratiquement sur du service public. Et donc la question de l'État ou plus bas, la collectivité locale se pose. Et moi, je suis d'accord avec le diagnostic, c'est-à-dire aujourd'hui, ils sont en réactif. Et d'ailleurs, c'est le modèle, c'est-à-dire la plupart de ces offres, elles se développent tellement vite qu'elles ont bénéficié justement du retard de la régulation. Donc typiquement les Uber, etc. Ils ont pu faire ça ou même les Airbnb parce que il n'y avait pas le cadre réglementaire et eux c'est le Far West. Ils sont allés prendre le marché qui n'était pas régulé. Et puis du coup l'État arrive après coup pour recadrer, quoi. Mais ils sont pas déjà ils sont pas porteurs d'initiative. C'est pas leur rôle. Mais après et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire aujourd'hui face à ces nouvelles initiatives, il y a beaucoup à repenser le cadre en fait. Et donc, par exemple, on a fait un atelier, nous, pour penser les services qu'on offre aux travailleurs indépendants. Vous savez, il y a une explosion du nombre de travailleurs indépendants. C'est plus d'un tiers de l'emploi aux États-Unis. En France, on est à 14-15%, mais ça explose. Et ce qu'on voit apparaître aussi, c'est ce qu'on appelle les slashers. Donc les gens qui cumulent plusieurs emplois. Et pour eux, mais rien que pour calculer est-ce qu'ils auront un jour une retraite et quelle retraite, c'est très compliqué, quoi. Et donc, aujourd'hui, il y a à repenser qui offre du service à ces travailleurs indépendants et quel type de service. Quand je dis service, c'est à la fois la gestion de carrière, mais aussi la protection sociale, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a plein d'acteurs qui veulent se positionner là-dessus. Il y a les espaces de cowork, il y a les CAE, les coopératives d'activité d'emploi. Donc tout ça, ça émerge. Et l'État, aujourd'hui, ou les pouvoirs publics, ils savent pas trop quoi en faire. Et donc là, il y a un vrai espace où ils pourraient, au lieu d'imposer une régulation, plutôt accompagner des acteurs qui veulent développer des services pour accompagner l'évolution, en fait. Et donc, je pense que dans l'avenir, de plus en plus, moi, l'État va devoir, de toute façon, repenser plein de choses, les systèmes de santé, etc., pour s'adapter à cette économie-là. Et j'avais un truc à te dire, mais je sais plus ce que c'est. Ouais. Si j'ai retrouvé. Juste pour poursuivre sur l'État, justement dans le cas de Guest to Guest et dans d'autres cas d'échange, finalement, c'est autant de valeurs qui échappent à l'État. Donc fiscalement, comment est-ce qu'il voit ça ? Alors, combien vous payez d'impôts ? Est-ce que je fais un truc un peu polémique ? Ouais, bon allez, c'est pas grave. Ouais, en fait, c'est vrai que il y a deux choses. Alors, on nous pose souvent la question sur les gas points, par exemple. Est-ce que c'est une monnaie ? Voilà. Bon, c'est très réglementé, hein. Donc, on fait partie des gens exemptés de la réglementation parce qu'on respecte 2-3 règles qui sont pas de convertibilité, pas d'utilisation de notre monnaie ailleurs, on peut pas l'acheter plus d'un. Bon, ouais, il y a plein de. Bon. On peut pas l'utiliser nulle part, voilà. Et mais c'est des réglementations extrêmement précises et ce qui nous forcerait à avoir beaucoup plus de fonds propres si on voulait pas les avoir. Voilà. Et pour donc sur la réglementation, c'est sûr que il y a
quelque chose qui me choquerait pas, pour être clair, c'est même si ça se discute, c'est ce qu'on a demandé à Airbnb sur la taxe de séjour. On peut imaginer que quelqu'un, même si c'est de l'échange, donc vous n'êtes pas là, est-ce qu'il y a besoin de rajouter une taxe de séjour? Si un jour on nous le demande, je trouve que ça serait pas horrible, et je nous le souhaite, ça voudrait dire qu'on est suffisamment visible pour que les pouvoirs publics nous en demandent. En revanche, nous on a un vrai souci, c'est sur ces entreprises, et on voit souvent en tant que Français, on le voit dans l'autre sens, c'est-à-dire on le voit avec, je sais pas quoi, Apple ou avec donc tous les GAFA qui ont leur centre d'appel à tel endroit, qui essayent d'optimiser fiscalement, et nous on le voit aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une société qui est américaine, qu'on a rachetée, on a dû créer une société au Delaware, mais la discussion qu'on a avec la Maïf était quand même fabuleuse mais tous les avocats nous disent le Delaware c'est pas tellement pour le côté fiscal, c'est surtout pour le côté pratique. C'est-à-dire vous pouvez créer une société en 2 secondes. Les règles sont, vous pouvez mettre toutes les règles que vous voulez, c'est-à-dire l'administrateur, le machin. Donc on a dû la créer, ça a été un peu compliqué pour leur convaincre, pour acheter la société américaine. Et on se retrouve maintenant avec la société américaine fait 60% de son chiffre d'affaires en Europe. Voilà, nous on fait 35% de notre chiffre d'affaires ailleurs, en Europe. Comment se passe la TVA ? Qui doit payer la TVA dans quel pays? Est-ce que moi, en tant qu'entreprise, alors que les Américains ne payent pas de TVA en Europe, moi, mais maintenant, je suis une société qui est française, qui a racheté une société américaine, est-ce que je devrais payer ma TVA par cette société? Et donc, évidemment, si vous demandez à n'importe quel fiscaliste, il va nous expliquer comment bien le faire pour ne pas le faire, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est une vraie complexité, et je trouve que le truc mauvais, ça serait de dire, vous devez payer, on va vous sanctionner parce que vous essayez d'optimiser. Et nous, à l'heure actuelle, on est un peu perdus, on n'a pas de solution parce qu'on ne sait pas comment. On ne veut pas frauder, on ne veut pas tricher, mais en même temps, on ne veut pas tuer la société. C'est-à-dire que si je prends 20% de TVA sur le chiffre d'affaires que je réalise en France, ça m'enlève une part qui n'était pas prévue au départ. Voilà. Et donc, on a une sorte de flou juridique qui existe, qu'ont résolu les grandes entreprises en essayant de contourner ou d'optimiser, mais en tant que société mondiale, et toutes ces plateformes sont souvent très rapidement mondiales, parce qu'on peut les utiliser partout. Et là-dessus, moi j'aimerais être aidé, et j'aimerais que au lieu que l'État nous sanctionne, essaye de trouver une solution qui serait faire, c'est-à-dire que peut-être que sur une partie de notre chiffre d'affaires, peut-être que ça peut être une TVA, j'en sais rien, mais qui nous aide là-dessus plutôt que de nous sanctionner. Et un jour on nous sanctionnera, hein. Bon, on nous dira vous n'avez pas payé de votre TVA alors que vous êtes une société de Delaware, que c'était américaine et qu'en fait c'est vraiment vous. Bon, on subira, je pense, ce jour-là, et j'espère qu'on sera suffisamment gros pour pouvoir le supporter. Mais voilà. Ouais. Est-ce que quelqu'un connaît un bon avocat fiscaliste? Est-ce que dans la régulation, il n'y a pas aussi les citoyens qui auraient leur conscience et qui, du coup, n'utiliseraient plus Uber un jour parce que trop d'histoires? Et ma deuxième question porte sur les externalités, ou je ne sais pas trop comment les appeler, mais est-ce que vous avez une étude là-dessus? Par exemple, j'ai lu qu'Uber avait croisé ces données avec les données de la fréquence d'accès aux médecins aux États-Unis, et qu'en fait, ils avaient proposé des injections du vaccin anti-grippe sur des trajets pour éviter aux gens d'aller chez le médecin et de se faire injecter leur vaccin. Donc, je vais savoir si vous avez un autre axe d'étude là-dessus et comment ça s'intègre dans ces trois composantes de l'économie du partage. Sur votre première question qui était, je l'ai perdue. J'avais un truc. Sur les citoyens. Ouais, en fait, ce qui est assez marrant, moi je trouve, c'est Guest to Guest, c'est que, en fait, ce qui est dur pour l'entreprise, c'est que les communautés sont très fortes. On le voit avec les réseaux sociaux. Donc le moindre changement, le moindre truc, que ce soit même du produit ou du concept, l'entreprise a peur. On a peur on essaye, on a changé notre calendrier, on s'est pris. Et ça fait peur parce qu'en fait, la force de notre plateforme, c'est quand même la communauté. Et donc, je trouve qu'elles ont un vrai poids et qu'elles l'utilisent très bien. Et pour ça, je trouve ça assez magique, même si c'est très très dur. Et on voit de temps en temps qu'il y a des plateformes qui font un truc qui n'est pas forcément totalement négatif. Couchsurfing, mais bon, Couchsurfing a eu en plus d'autres soucis puisque c'est pardon, mais voilà, on voit que ils ont un pouvoir et pour ça, je trouve que c'est très bien, mais un peu angoissant en tant qu'entrepreneur, je peux vous dire. Voilà. Et je sais pas si tu veux répondre à la question. Je sais pas si tu pourras répondre à la question. Alors, je réponds à la première question d'abord. En fait, sur donc évidemment, les citoyens ils ont un rôle en tant que consommateurs.
et donc pour favoriser justement de consommer des projets qui sont plus équilibrés. Après, quand même, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là où les plateformes qui dominent sont très fortes, c'est parce qu'elles ont une super plateforme, justement. C'est-à-dire qu'elles ont d'abord un super algorithme, ou des super algorithmes, et puis après plein d'utilisateurs. Et donc il y a quand même dans cette équation-là, il y a quand même quelque chose qui est compliqué. C'est une vraie barrière à l'entrée. Ça veut dire que même si par exemple vous vouliez dire, eh ben ok, Uber, ils ont un modèle social pas terrible et un patron pas terrible d'ailleurs, enfin un ex-patron pas terrible. Et donc du coup, je voudrais consommer autre chose. Bon, il y a rien. Vous dites, ok, je vais monter ma boîte. Eh ben, avant que vous ayez levé assez de fonds pour engager les 100 développeurs qui vont faire votre plateforme, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il y a, oui, les citoyens ont un vrai rôle à jouer, ils peuvent réguler, ils peuvent mettre la pression, mais pour faire émerger des offres alternatives, il faut aussi, il y a de la vraie intelligence. Et quand vous prenez l'algorithme derrière toutes les plateformes, en fait, c'est un bel ouvrage, quoi. C'est vraiment c'est un condensé d'intelligence. Et ça, c'est incopiable, etc. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ça, sur votre deuxième question, en fait, juste, alors parce que j'ai pas tout compris. Si j'ai bien compris, c'est, ce dont j'ai compris par rapport à ça, ce que j'ai compris par rapport à ça, c'est que, en fait, aussi, ce qui est intéressant avec les plateformes, c'est que non seulement elles font du service, mais elles récoltent énormément de data. Et donc, finalement, on pourrait s'apercevoir que à partir du moment où vous avez une plateforme, vous avez un premier business, mais vous en avez sûrement d'autres qui sont liés à l'information que vous avez accumulée. Et là, je lisais justement un article récemment sur, vous savez, il y a les sites là qui se développent pour livrer de la bière à domicile. Ça s'appelle, c'est Grenoble, c'est pour ça que je connais. C'est super, consommez-en. Donc c'est comme, vous savez, sur le vin là. Une petite mousse, merci. Eh bien, une petite mousse, en fait, leur modèle, c'était de dire, vous prenez un abonnement, et chaque mois, vous allez recevoir 2 bières nouvelles, et puis qui vous fait découvrir des bières du monde, etc. Bon. Et après, les gens, donc ils ont créé une communauté d'utilisateurs, c'est toujours la notion de communauté, et ils ont demandé d'évaluer les produits qui leur étaient livrés. Et en fait, comme ils avaient une communauté de suffisamment de grande taille, en fait, ils ont eu une connaissance hyper fine du goût de la bière des Français. Mais que n'aurait jamais pu avoir Heineken en faisant un sondage avec 1000 personnes. Parce que là, au lieu d'avoir 1000 personnes, ils en avaient 25 000, quoi. Et ils leur ont fait tester, vous imaginez, pendant 2 ans, vous recevez 2 bières par mois qui sont différentes, vous avez un échantillon hyper large. Et du coup, face à ça, ils se sont dit, mais en fait, notre business model, c'est pas de vendre de la bière, on va créer de la bière, une bière à nous, marque propre, qui va, comme on connaît le goût de nos utilisateurs, on va pouvoir connaître, voilà. Donc là, on est sur un modèle marchand, qui utilise des données pour faire une nouvelle offre, mais on pourrait très bien aussi, comme vous dites, récolter ces données pour faire autre chose. Et je pense bien que quand inside Airbnb, le principe, c'est bien ça, c'est de se dire, on a, alors je sais plus combien tu disais, 3 millions de logements. Eh bien, on va avoir plein d'informations sur l'usage, etc., de ces logements et sur les habitudes de voyage des gens, etc. Donc, on peut bien imaginer qu'ils peuvent faire la modélisation de l'évolution des centres-villes, etc. Donc, derrière votre question, si j'ai bien compris, c'était qu'effectivement, il y a aussi plein de choses à faire sur la data qui est collectée et qui peut être plus ou moins open, justement, plus ou moins partagée. Je rebondissais juste, pardon. Ça pose aussi beaucoup de questions en termes de data privacy derrière, etc. Et c'est pas tous les cils que recrutent toutes les entreprises françaises aujourd'hui à marche forcée qui vont résoudre la question. C'est pas un sujet qui est local pour le coup. On va après se demander qui est propriétaire de cette donnée, parce que par exemple, effectivement, est-ce que c'est une petite mousse qui est propriétaire de tous les likes? En fait, la valeur de la compagnie est donnée par des informations, est fournie par des informations qui ont été données gratuitement par des utilisateurs. Donc là aussi, on voit bien dans sharing economy, c'est cette frontière entre la tension entre le communautaire et le marchand. Là, on voit bien. Et à un moment donné, est-ce que dessus on met une offre marchande ou pas? Après, c'est l'histoire de business model plus ou moins équilibré, quoi. Encore une question, Blablacar le souligne souvent, mais ça a été répété aussi par Guest to Guest, et puis Thibaut, tu l'as également évoqué, c'est la question de la confiance. Donc un peu de perspective, est-ce qu'on ne va pas arriver aussi à une tyrannie de la confiance, à savoir qu'à un moment donné, peut-être qu'avec tous ces systèmes qui vont se développer, on sera obligé d'avoir une identité sur Internet, et on va être évalué comme une personne de confiance ou pas, et si on ne l'est pas, qu'est-ce qu'on pourra faire ? Si, c'est un vrai souci. Ouais. Déjà, dans le fait de noter des gens, c'était une vraie question de savoir trouver les bons mots pour noter les gens.
En fait, vous notez des gens qui viennent chez vous, on peut pas dire, il y a des gens qui auraient tendance, est-ce qu'ils sont crades, voilà, on peut tout de suite rentrer sur des jugements de valeur, et c'est très complexe. Hein, donc on a trouvé des sortes de petites paraphrases, je sais plus comment on dit, mais voilà, qui permettent de faire ça. Et ce qui est sûr, c'est que si vous avez une mauvaise note, en fait, vous ne faites plus d'échange. Voilà. Et ça arrive, il y en a, on en parlait tout à l'heure parce que justement Thibaut me disait qu'il y avait plein de choses qui arrivaient sur les notes pour dire que blablacar, il y a plein de choses qui étaient toujours positives, etc. Et c'est vrai que nous, il y a un petit peu de ça. Bon, il se trouve que les échanges se passent bien, donc c'est souvent positif. Et quand ça se passe mal, il y a une vraie hésitation à dire du mal des gens. Et c'est vrai que culturellement, les Français aiment pas trop, en tout cas les générations que nous on a, ils aiment pas trop dire du mal. Mais ce que font les gens, c'est qu'ils recréent et donc ils reperdent leur histoire. Donc, il n'y a pas de j'ai pas de vraie réponse, mais nous, de nos côtés pratiques, c'est que s'ils ont une trop mauvaise notation, eh ben, il y en a, si on fait 10 échanges et qu'il y a une très mauvaise notation qui arrive, non, déjà, ça dure. Nous, on est obligé de leur dire qu'on ne peut pas l'enlever et c'est des vraies luttes. Hein. Et on a même une personne qui a voulu nous attaquer en nous disant qu'on était diffamatoire parce que il y avait des choses négatives sur lui. Et donc on lui a dit, on peut en supprimer, mais on supprimera votre compte parce que sinon. Donc on était partagé entre les conditions générales et la loi. En fait, nous impose, je sais plus quelle loi, mais on a eu le cas il y a pas très longtemps, nous impose maintenant. Je sais pas si c'est la loi ou si c'est parce qu'il y a eu peut-être que tu le sais, toi Thibaut, il y a eu une sorte de commission pour gérer un peu ces avis, pour éviter qu'il y ait des faux avis. Et donc, il y a une sorte de réglementation, je ne sais pas si elle est opposable juridiquement, mais une sorte de réglementation qui impose de dire que si vous ne respectez pas, si vous supprimez les avis, vous devez l'indiquer. Dire, je peux, dans certains cas, supprimer un avis, etc. Et donc, nous, on ne veut pas le faire. Et donc, on se retrouve dans des cas où on ne veut pas, donc les gens veulent nous attaquer. Donc, et à la fin, si on refuse, ils ferment leur compte et ils en ouvrent un autre. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pas trop de solutions là-dessus, mais j'ai peur que vous ayez raison, quoi. Et je sais pas si ça va être, il y a une solution à ça. Hein, je sais pas. Je rajoute juste 2 éléments. Nous, là, je parle en termes de recherche. En fait, il y a 2 domaines qui sont vraiment en train d'être explorés aujourd'hui dans les communautés du partage. C'est la notation. Et là, on commence à avoir les premiers résultats. Et c'est passionnant, en fait, puisque c'est quand même une des promesses. C'est le peer review qui va faire, qui va créer la confiance. Hein. Donc là, il y a des premiers résultats qui tombent. Et puis, le deuxième truc qui est vraiment en train d'être exploré en ce moment, le deuxième sujet, c'est justement tout ce qui est token, quoi. Tout ce qui est monnaie, qui n'est pas de la vraie monnaie. Avec qu'est-ce que ça implique, etc. Et du coup, là, Guest to Guest est bien dans les 2 sujets. Et donc, c'est un vrai sujet d'exploration, comment les gens notent, pourquoi, etc. Et là, je renvoie à mon identité de prof. Ça fait des années qu'on a mis en place le système d'évaluation des étudiants, les profs, etc. Et on voit bien que c'est hyper complexe, quoi. Donc, à la fois, est-ce qu'il vaut mieux mettre des évals quantitatives ou qualitatives ? On voit que, par exemple, la plupart des sites, je ne sais pas si vous avez fait ça, quand vous mettez un mot injurieux, vous avez une liste de mots interdits. Et si vous le mettez, du coup, vous pouvez pas, votre commentaire n'est pas enregistré. Et donc, du coup, les gens le détournent facilement, puisque du coup, ils changent une lettre dans le mot. Donc, il faut faire des algorithmes de plus en plus puissants pour repérer les mots injurieux. C'est pas aussi avec les chatbots, ils font ça. Et donc, du coup, voilà, il y a tout un... je trouve que c'est des vrais sujets là que tu poses sur la limite à ça, comment faire évoluer le système. Et là encore, une fois, on a toujours la tension entre le communautaire et le marché. C'est-à-dire, plus c'est anonyme et moins on connaît la communauté et plus on a besoin de ces systèmes. Et plus c'est dans la communauté et plus on se connaît et moins on en a besoin des systèmes d'évaluation anonymes en fait. Et donc là aussi, je connaissais pas le fait que vous développiez par communauté. Mais par exemple, moi en tant qu'académique, j'ai changé ma maison sur un réseau qui n'est que entre des chercheurs. Et donc quelque part, pourquoi je suis allé là-bas ? Exactement comme tu disais, c'est-à-dire l'attrait de... Déjà, je pensais qu'il y avait les mêmes rythmes académiques, donc on chercherait sur les mêmes périodes, mêmes besoins. Mais après, il y a aussi une sorte d'éthos professionnel, quoi. Et donc c'est toujours des tensions. La communauté, elle est locale, le marché, il est global. Et donc, si tu poses la question de la confiance, c'est est-ce que tu vas créer de l'attention globale, la confiance globale, ou est-ce que tu vas créer plein de confiance locale basée dans des communautés qui ont des valeurs en commun, quoi. Okay. Merci beaucoup.